Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Constance et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la manière dont nous faisons nos courses, étape primordiale pour cuisiner des menus équilibrés. Qui ne s'est jamais senti perdu en magasin face à la multitude de produits alimentaires qui débordent des rayonnages ? Même sentiment d'ailleurs lorsqu'il s'agit de lire une étiquette alimentaire. Pour y voir un peu plus clair, je suis allée demander conseil à Marine Marty, diététicienne nutritionniste et sophrologue à Vénerck, en Occitanie. Première chose à faire selon elle, définir son organisation. Le batch cooking, par exemple, technique en vogue qui consiste à cuisiner en un seul après-midi tous les plats de la semaine, n'est pas forcément adapté à tous. J'ai des patients à qui ça convient très bien de faire du batch cooking sur toute la semaine, parce que c'est-à-dire que le samedi ou le dimanche, j'ai une organisation, je m'y tiens, je sais planifier, c'est un peu une charge mentale en moins. À l'inverse, il ne faut pas que ça devienne une charge mentale en plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me dise, du coup, tous les dimanches après-midi, je fais rien. Par exemple, j'ai envie d'aller faire du vélo avec mes enfants. Non, parce que du coup, il faut que je cuisine pour toute ma semaine, absolument. La spécialiste vous invite donc à rester souple sur votre organisation et à l'adapter à vos contraintes et à votre quotidien. Une fois cette organisation établie, place aux courses. Pour éviter les doublons, commencez par faire un état des lieux de votre garde-manger. Puis, identifiez les indispensables à détenir dans votre placard. Moi, je conseille toujours ces fameux féculents. Voilà. D'avoir un paquet de pâtes ou de céréales plutôt semi-complètes. Alors, on peut aller vers les complètes, mais si déjà vous n'êtes pas habitué, que vous allez plutôt sur des céréales plutôt blanches, commencez peut-être par les semi-complètes. Et puis varier. Un coup du riz, un coup de la semoule, un coup des pommes de terre, un coup voilà. Mais d'avoir un petit turnover de ces céréales et de ces féculents-ci. Ajoutez aussi les légumineuses à votre panier. Haricots, pois chiches, fèves, lentilles, à consommer sèches ou en conserve. Elles peuvent aussi être cuisinées de multiples manières, une façon de varier les plaisirs et de les rendre aussi plus savoureuses. N'oubliez pas les céréales comme le maïs, le blé ou le quinoa. Autre indispensable, les légumes évidemment, notamment pour leur apport en fibres. Mais sous quelle forme est-il préférable de les consommer ? Les légumes, bien sûr, que le gold standard, c'est d'avoir des légumes en circuit court, bio ou pas bio, mais on en parlera plus tard du bio, mais ne serait-ce qu'en circuit court. Pourquoi pas de son jardin, pourquoi pas du tonton qui habite à la campagne. Et comme il n'est pas toujours évident de disposer de produits frais chez soi, la nutritionniste vous conseille aussi de les consommer en conserve ou sous forme surgelée. Autre chose ? Peut-être d'avoir une ou deux boîtes de thon d'avance, de préférence du thon au naturel. Alors le thon, ça reste quand même un gros poisson qui est plutôt métaux lourds accumulateur, donc on va faire attention aux femmes enceintes, par exemple, et aux enfants. Ou d'avoir par exemple des sardines, des filets de sardines ou alors des filets de maquereau. Un ou deux petits poissons comme ça, gras par semaine, va venir aider à couvrir mes besoins en oméga 3. Pour agrémenter vos plats, ayez également toujours dans votre cuisine des herbes, des condiments et des épices. Cela vous permet de manger moins salé, mais tout aussi savoureux. Dernier ingrédient, les oléagineux, comme les noix de cajou, les amandes ou les noisettes. Un budget supplémentaire, soit, mais une simple poignée par jour permet de soutenir la consommation de graisse optimale. Une fois ces indispensables identifiés et votre liste de courses dressée, vient la question du choix en rayon. Pour s'y retrouver, il faut d'abord apprendre à lire une étiquette alimentaire. La liste d'ingrédients est forcément présente, c'est une obligation. Donc je tourne les 4 paquets du produit et je vais tomber sur cette fameuse liste d'aliments. Déjà, c'est sa taille. Plus elle est longue, plus il y a de composants. Pas besoin de connaître tous les termes techniques pour lire une étiquette alimentaire. Il convient surtout de faire appel à votre bon sens. Plus il y a d'ingrédients dont je ne connais pas la provenance, et plus de choses qui finissent en ol, en al et quelque chose, je peux me dire que j'ai plus de chances que ce soit issu de la transformation. Autre indicateur à prendre en compte, l'ordre des ingrédients. Il faut savoir que la liste d'ingrédients, chaque composant est placé dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que le premier des ingrédients, c'est celui qui est représenté en plus grande quantité. Donc si le sucre, par exemple, arrive en tête de la liste, mieux vaut se méfier. En dessous de cet affichage, vous trouverez le tableau d'information nutritionnelle, lui aussi obligatoire. La spécialiste vous indique comment l'interpréter. Souvent, première colonne, je vais avoir la quantité de nutriments, protéines, lipides, glucides, sucre, profil des acides gras, sel et fibres. La première colonne, souvent, c'est pour 100 grammes d'aliments. Question à se poser, c'est
qu'est-ce que ça fait 100 grammes de cet aliment ? Est-ce que c'est 100 grammes que j'ai l'habitude de consommer ou pas ? Par exemple, un yaourt. Si je tourne mon étiquette, je vais voir la quantité de protéines pour 100 grammes. Mais est-ce qu'en fait, je mange 100 grammes ? Non, puisqu'en fait, le pot de base fait 125 grammes. Donc déjà, je ne peux pas me référer à cette quantité-là, il va falloir que je rajoute un quart de plus. Ensuite, Marine Marty vous invite à analyser le ratio des différents éléments, et notamment de porter une attention particulière à l'appellation glucides dont sucre. Un yaourt nature classique, il va avoir une teneur en lactose, qui est le sucre naturel du lait. Il va avoir une petite quantité de sucre. Alors dans le yaourt, il y en a bien moins puisqu'il a été consommé par les bactéries lactiques, bref. Mais du coup, c'est normal d'avoir une toute petite partie de glucides. Mais si jamais ce yaourt, finalement, c'est un yaourt aux fruits, dans la catégorie don sucre, je vais voir que là, le don sucre, c'est du sucre que l'industriel a rajouté. Et ça, c'est clairement assimilé, on peut directement le comparer du sucre blanc de table. Même chose pour l'appellation lipides dont acides gras saturés, dont il faut plutôt limiter la consommation. Pensez aussi à regarder la présence d'allergènes et d'additifs. Pour vous aider à identifier les produits sains en rayonnage, il y a aussi le Nutri-Score. Ce petit logo présent sur certains emballages depuis 2017 note les produits de A à E pour permettre aux consommateurs de reconnaître en un seul coup d'œil ceux qui semblent les plus favorables sur le plan nutritionnel. Mais la spécialiste met en garde quant à cette apparente simplicité. Ça va peut-être m'aider à choisir entre deux céréales de telle marque et de telle marque pour voir qui tend vers le meilleur profil de répartition protéines, lipides, glucides. Ok, mais ça ne me permet pas de comparer les aliments entre eux. Donc en fait, en un coup d'œil, ça ne me permet pas de savoir si un aliment est bon ou pas. La diététicienne identifie un autre problème. Ce système d'étiquetage ne prend absolument pas en compte le degré de transformation des aliments. Alors comment peut-on l'évaluer ? Pour ça, il existe le score NOVA, donc qui est catégorisé de 1 à 4. 1, c'est les aliments non transformés ou très peu transformés, comme les fruits, les légumes frais, les viandes non transformées, le poisson, les œufs légumineuses. Puis après, on arrive à ces fameux AUT, aliments ultra transformés, en NOVA 4. Donc là, on va avoir des aliments hautement transformés, très riches en sucre, en graisses saturées, en sel, en additifs, les fameuses céréales sucrées, les snackings, issus du fameux cracking alimentaire, beaucoup. Cette classification est à retrouver sur les applications mobiles qui permettent de scanner les produits alimentaires. Pour manger sain, beaucoup d'entre nous auront tendance tout naturellement à se tourner vers les aliments bio. Mais sont-ils vraiment meilleurs pour notre santé ? Déjà, il y a bio et bio. Le bio, la réglementation bio en France n'est pas la même que les autres pays européens, en fait. Donc finalement, ça ne me garantit pas tellement un profil optimal. Je peux aussi avoir du bio, mais qui vient du bout du monde. Je veux dire, je peux avoir un avocat bio qui vient du Pérou. Alors oui, d'accord, il n'a pas été traité sur le moment. Par contre, cet avocat, il n'a pas été cueilli à maturité parce qu'il a fallu lui faire tout le trajet en avion, qui a coûté beaucoup de carbone, qui a coûté beaucoup de carburant. Et puis, ce petit avocat-là, il a continué de mûrir tout seul dans son coin, mais loin de sa branche, loin de son soleil. Donc forcément, il a une maturité différente, une présentation de ces nutriments qui va être pas du tout optimale, moins de polyphénol, moins de vitamines. Finalement, il est bio, mais est-ce qu'il répond à tous les critères santé ? Je me pose la question, je pense pas. Vous l'aurez compris, bio n'est donc pas toujours synonyme de bon. Faisant une nouvelle fois appel à notre bon sens, Marine Marty nous invite plutôt à nous questionner sur les aliments que nous consommons et à quelle période. Est-ce que manger des fraises le 25 décembre, est-ce que c'est cohérent ? Je pense pas. Est-ce que ça respecte mes rythmes biologiques ? Est-ce que ça respecte les rythmes de la nature ? Je pense pas non plus. Donc manger de saison, peut-être dans un périmètre moins éloigné d'une culture, qu'elle soit peut-être raisonnée, vous voyez, entre les deux, entre le fameux bio et l'intensif, de me rapprocher peut-être des AMAP, des petits producteurs autour de chez moi, ou, solution ultime, d'avoir son petit potager à la maison, bien sûr. Vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires pour bien réaliser vos courses et cuisiner sainement sans vous ruiner ni passer trop de temps derrière les fourneaux. Car Marine Marty l'assure, la cuisine reste avant tout un plaisir, alors n'hésitez pas à varier vos recettes et à faire appel à votre créativité, votre organisme vous en remerciera. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.